Mon ami, écoute ton Dieu. Mon ami, écoute ton Créateur. Il y a de l'espoir pour toi en ce monde. Vous suivez en ce moment un séminaire de formation du club Jésus pour réussir, animé par Edgar Guidibi et Hermione Puigban. Le club Jésus pour réussir a pour vocation de vous aider à vous épanouir et à prospérer en démontrant par les fruits qu'il vous fera porter que Jésus est bel et bien le chemin, la vérité, la solution et la vie. Christ est la solution. Décharge-toi sur lui. Le club Jésus pour réussir est situé à Saint-Rita, au bord des pavés non loin de la station MRS. Vous pouvez nous joindre en visitant le www.jesuspourreussir.org ou en appelant le 00229 94 01 54 26. Club Jésus pour réussir, une initiative de Global Service Plus qui évolue dans le secteur de l'immobilier, de la formation, du marketing et dans bien d'autres. Visitez le www.globalserviceimo.com ou appelez le 00229 94 97 07 07 pour en savoir plus. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi continuer à souffrir ainsi? Est-ce que la solution existe? Donc, dans une négociation, ne mentez jamais. Parce que si vous rencontrez un vrai négociateur, toute chose que vous direz sera obtenue contre vous. Je donne un exemple, vous arrivez avec quelqu'un, ça va, et les affaires, alors votre chiffre d'affaires, ça va, bon, on a fait des pertes ce mois-ci, tout ça. Vous êtes en train de bavarder. 2 mois après, vous allez être en train de négocier. Vous allez sortir des chiffres qui montrent le contraire. Vous allez dire, mais vous m'avez dit que votre chiffre d'affaires était en baisse. Vous allez commencer à produire. Parce qu'une négociation ne se vaut pas forcément en 1 minute. C'est un travail minutieux où même quand vous bavardez avec les gens, et même en dehors de vos relations, ils peuvent passer derrière. Surtout dans les pays développés où il y a plein de bases de données qu'on sort, beaucoup de choses ne se cachent pas. Donc ça ne sert à rien de mentir dans une négociation. Il s'agit surtout de voir comment vous pouvez utiliser les différentes informations avec intelligence pour arriver à tirer le meilleur, mais en ayant à cœur sincèrement de trouver avec l'autre partie un bon accord, quitte à étudier ensemble des solutions. Et là, la créativité, c'est une des qualités d'un bon négociateur, entre en ligne de compte. Il y a parfois, on a l'impression qu'il n'y a pas de solution, mais on trouve une solution, on invente quasiment un scénario qui n'existait pas, qui permet de ménager A et de ménager B. Le meilleur des accords est un accord gagnant-gagnant. Cela étant, est-ce qu'il y a une question à cette étape? Oui. Je voudrais conseiller. Hein? Vous voulez vendre un produit, par exemple du lait, et vous décidez de mettre ce produit-là dans une administration. Maintenant, vous n'êtes pas sûr de vous que le personnel de l'administration consommera le produit à long terme. Alors que la personne avec qui vous avez négocié pour pouvoir déposer votre produit-là vous impose un prix donné. Vous impose un prix donné. Alors que si vous acceptez ce prix, vous n'êtes pas sûr de faire un profit qui ira au-delà de ce que vous allez gagner. Comment il faudrait faire? Alors, il y a beaucoup de choses qui sont liées à ça. Première chose, un marché commercial, un marché intéressant, ce n'est pas tout groupe de personnes. On a souvent tendance à considérer que partout où il y a du monde, il y a des clients. La population n'est pas le marché. On fait souvent cette erreur en marketing. C'est parce que vous avez 1 million de personnes quelque part que vous avez 1 million de clients. Et client, un consommateur, ou si vous préférez, une personne solvable. Une personne qui a les moyens d'acheter. Ça veut dire que parfois, vous essayez de vendre vos produits à des gens qui ne sont pas des consommateurs de ce produit, c'est-à-dire ils n'ont pas la combinaison d'envie et de pouvoir d'achat pour l'acheter.
Donc, si vous vous fatiguez sur eux, c'est vous qui avez tort en réalité. Soit ils ne l'achèteront pas, soit ils voudront que vous le bradiez. Si je n'ai pas envie d'acheter, par exemple, je ne sais pas, une horloge, on me voit dans le film, on me dit l'horloge c'est 10 000, je dis 500, dans le but de décourager le vendeur. Mais parfois, il a tellement fait qu'il dit oui. Bon, là, c'est moi que tu le prends. Mais quand je n'ai pas envie de quelque chose, que tu négocies avec moi, tu es forcément perdant. Parce qu'on va le voir peut-être par la suite, dans la négociation, il y a des enjeux cachés. Celui qui perd une négociation est souvent celui qui est le plus pressé. Quand vous négociez, celui qui est le plus pressé de trouver un accord va toujours faire plus de concessions que l'autre. L'une des forces dans la négociation, c'est de ne pas être pressé. Quand tu viens au marché, que tu as décidé de partir avec du poisson avant midi, tu vas forcément acheter plus cher que celui qui se dit si je ne trouve pas de poisson aujourd'hui, ce n'est pas grave, je l'achèterai d'ici vendredi prochain. Celui donc qui est le plus pressé de trouver l'accord va toujours concéder plus que celui qui n'est pas pressé. L'autre chose, c'est quoi? C'est que dans chaque négociation, au-delà des enjeux affichés, des raisons ou des objectifs officiels, il y a des sous-objectifs ou il y a des objectifs cachés. Je donne un exemple. Si vous êtes par exemple commercial et que votre patron vous a dit que vous savez que si d'ici la fin du mois, vous n'avez pas un marché, vous êtes viré, vous allez avec tous les clients leur concéder tout ce qu'ils veulent tant que c'est raisonnable parce que vous avez au-delà de la négociation de produits un enjeu qui fait que vous n'êtes pas en situation de tirer avec eux. Dans une vraie négociation, surtout sur les gros marchés, les autres négociateurs savent ça. Quand un DG dans un grand groupe a des mauvais résultats et qu'à la fin de l'année, il conseille d'administration risque de le virer, un bon négociateur fait ça et intègre ça dans les manœuvres. Parce qu'il sait qu'il a des objectifs à atteindre. Il connaît son budget. Il sait ce qu'il peut se permettre, ce qu'il ne peut pas se permettre. C'est-à-dire, ce que je dis là, c'est du très sérieux à la négociation. Hein. Parfois, vous pouvez mobiliser des centaines de personnes, former un département qui ne travaille que sur la négociation d'un contrat. Parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir dans une négociation. D'accord? Donc, la première question, c'est est-ce que c'est un marché pour vous? Est-ce que c'est un marché de gens qui ont potentiellement vraiment le pouvoir d'achat de votre produit? Première chose. Deuxième chose, il faut être sûr que par une bonne comptabilité analytique, vous avez vraiment la vérité sur vos chiffres. Parfois, on dit mon coût de revient c'est 100 francs, alors que le vrai coût de revient c'est 150. Et parfois, on dit mon coût de revient c'est 100 francs, alors que le vrai coût de revient c'est 50. Assurez-vous de connaître effectivement quel est votre coût de revient. Parce qu'évidemment, on n'a aucune raison de vendre en dessous de son coût de revient. Sauf à être dans une stratégie de sacrifice pour viser gros. Tu peux décider de vendre quelque chose qui te revient à 300 francs, à 100 francs, parce que tu es sûr que si le gars achète, demain, il va te donner 2000. C'est un risque que tu prends, tu peux gagner. Mais si tu es sûr que ça te revient à 200 et qu'il refuse de l'acheter au moins à 210 francs ou à 205 francs, on n'a pas de stratégie à faire, c'est que tu laisses tomber. À moins d'avoir une raison de vouloir perdre. Mais c'est quand tu n'es pas sûr de ce que coûte ton produit que tu commences à hésiter. Donc, il faut être sûr de ce que coûte ton produit. De ce que coûte ton produit à l'unité et de ce que coûte ton produit en série. Un produit peut me coûter quelque chose à l'unité. Mais si tu en prends 10, mes marges ne sont plus les marges d'un, c'est la marge de 10. J'ai une marge de manœuvre que je n'avais pas quand tu en prenais qu'un seul. Donc, celui qui veut négocier doit connaître parfaitement sa propre structure de prix pour pouvoir savoir qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui n'est pas acceptable, qu'est-ce qu'il faut refuser. Et si vous entrez dans votre zone rouge, comme je dis avant de commencer la négociation, en dessous de tel prix, ce n'est pas la peine, vous laissez tomber, vous passez ailleurs. Un vendeur n'est pas celui qui vend à tout le monde, c'est celui qui vend là où il y a un marché pour vendre. Et qui, quand il n'y a pas un marché pour vendre, se rend compte suffisamment rapidement pour ne pas perdre du temps. Parce qu'on appelle ça la qualification des clients. Si vous perdez du temps sur des gens qui n'ont pas l'argent pour acheter vos produits, vous n'aurez jamais assez de temps pour convaincre ceux qui en ont l'argent. Donc il faut apprendre aussi dans la vie à repérer rapidement ceux qui ne sont pas dans votre cible pour passer à ceux qui sont dans votre cible. D'accord? Parfois aussi, si vous êtes obligé de concéder de bons prix, on l'a vu là, vous pouvez demander aux gens des contreparties. Bon, je vous fais ce prix, mais prenez-en deux. Ou bien si vous achetez, recommandez-moi quelqu'un qui va acheter aussi. Ou bien venez le chercher vous-même au lieu que je vous livre. On peut chercher différentes choses pour essayer de compenser ce qu'on perd. Mais tout ça suppose que vous avez une idée claire vous-même de vos coûts. D'accord? Alors, attitude dans la négociation, on a commencé, on va continuer demain, certainement. Mais, c'est-à-dire, c'est vraiment vouloir un accord. C'est très, très important. Aimer l'autre. C'est-à-dire, si vous faites un accord dans le genre, une négociation dans le genre, je vais lui faire ça, on va aller là-bas, on va se battre, on va voir qui va gagner. Ça, c'est pas la négociation. La négociation n'est pas faite pour ça. La négociation n'est pas le terrain d'affrontement de deux personnes. C'est le terrain
de rencontre de deux intérêts qui doivent trouver un gentleman agreement. On ne sort pas comme un héros d'une négociation, on a brimé l'autre. On sort comme un héros d'une négociation où il y a un accord, où tout le monde est content. Ça, c'est très, très important en termes d'attitude. Ça suppose beaucoup de patience. Quand vous négociez, écoutez l'autre. L'une des erreurs que les gens font, c'est que pendant que les autres parlent, ils ne les écoutent pas en se concentrant sur ce qu'ils diront. C'est une erreur. Les arguments pour casser quelqu'un sont toujours dans ce qu'il dit, plus que dans ce que vous avez préparé à dire. La meilleure manière de démonter quelqu'un, c'est de l'écouter, de rentrer dans sa logique, de comprendre sa logique et de trouver dans sa logique les éléments de sa logique qui peuvent le battre. Car quand vous laissez sa logique et que vous rentrez dans la vôtre, vous avez toujours un problème de, je dirais, domaine de référence et d'hypothèse de départ. Les communistes et les capitalistes, par exemple, ne peuvent jamais s'entendre parce que leurs hypothèses de départ sont opposées. Il n'y a pas de débat possible entre les deux. Si un capitaliste veut faire un débat avec un socialiste, il faut qu'il oublie ses idées capitalistes, qu'il écoute le socialiste ou le communiste parler, et quand il finit, tout ça, on dit oui, je suis d'accord. Mais justement, pour payer tout le monde comme ça, là, on trouve l'argent où? Moi, je veux bien, c'est un excellent système. Bon, maintenant, pour donner à tout le monde, pour payer tout le monde, on trouve l'argent où? Quand vous rentrez dans la logique des gens et que vous leur posez les questions qui découlent de leur logique, vous avez plus de chances de les convaincre et d'arriver à une solution raisonnable que quand vous avez l'impression d'oublier leur référentiel et de leur demander de discuter dans votre référentiel. Donc, quand vous négociez avec quelqu'un ou quand vous discutez avec quelqu'un, quand il parle, vous devez l'écouter et noter tout ce qu'il dit. Parce que c'est dans ce qu'il dit qu'il y a la solution à votre problème. Ne faites pas la sourde oreille pendant que les gens parlent, vous dites, bon, qu'est-ce que je lui dis maintenant? Non. Pendant que quelqu'un parle, oubliez ce que vous avez à dire. Écoutez qu'est-ce que lui dit. C'est dans ce que lui dit qu'il y a la solution. L'attitude, il faut être préparé. La négociation n'est pas quelque chose qu'on improvise. Surtout plus les enjeux sont gros, plus il faut la préparer. Et évidemment, si vous êtes chrétien, les révélations vous aideront. Parce que la négociation est vraiment le domaine où l'information est le nerf de la guerre. Ce que vous savez vous renforce dans une négociation plus que ce que vous avez. Et donc, si vous êtes un chrétien qui peut avoir des révélations, qui a un don de discernement des esprits, qui peut lire les états d'esprit des gens, qui peut sentir certaines choses, cela peut faire vraiment une grosse différence. L'amour, je crois que fondamentalement, une des grandes qualités des négociateurs, c'est de vouloir gagner, de vouloir être la tête et non la queue, mais d'avoir de l'amour pour les gens qui seront la queue. De savoir pardonner. Ce n'est pas parce que vous avez demandé une concession que quelqu'un a refusé que c'est fini, il devient votre ennemi. Il a refusé, vous avez essayé, il a refusé. Ce n'est pas grave. Enclenchez une autre proposition. Ne vous fatiguez pas, c'est comme dans un match de football. Un négociateur ne se fatigue pas. On essaie ça, on n'a pas d'accord, ok. Et si on prenait ça de tel côté? Et si on essayait plutôt ça? Et dans ce sens, il ne se fatigue pas d'essayer, de lancer des ponts entre sa position ou la position du camp A à la position du camp B. L'autre attitude d'un bon médiateur, c'est de ménager l'orgueil des gens. Et ça a été très bien fait à la conférence nationale. Qu'est-ce que j'appelle ménager l'orgueil des gens? L'une des grandes erreurs que les gens font dans les négociations politiques, par exemple, c'est de communiquer sur la négociation. C'est une grosse erreur. Pourquoi? Quand au début, par exemple, d'une négociation entre le gouvernement et les syndicalistes, on voit un syndicaliste à la télé dire oui, les syndicalistes réclament 25% d'augmentation ou rien. Cela veut dire qu'en termes d'orgueil, quoi qu'on dise après, toute chose moins de 25% sera perçue par l'opinion nationale comme une défaite de ce syndicaliste. En pensant à ça, même quand il sera convaincu qu'il peut accepter 20%, quand il va se rappeler de cette interview, il dira toujours non. À moins que vous trouviez une manière de lui faire renoncer à ça, tout en donnant l'impression que c'est lui-même qui a voulu. C'est là où ils disent, bon, on nous donne 20% maintenant, 5% dans un an. C'est une manière de leur sauver la face. Le résultat, c'est qu'ils ont pris 20% maintenant. Et cette erreur-là, quand vous médiatisez des oppositions, vous faites en sorte que tout mouvement, quand vous médiatisez les positions A et B, tout le monde regarde où ils vont aller. L'orgueil des négociateurs rentre en ligne de compte et rend les concessions difficiles. Une bonne négociation, c'est une négociation où les gens disent, nous n'avons pas encore trouvé un terrain d'entente, mais ne vous inquiétez pas, nous trouvons un terrain d'entente. Ça fait que quoi qu'on convienne après, personne n'est exposé à l'opinion publique comme ayant capitulé, comme ayant ravalé ce qu'il a dit, comme ayant oublié ses menaces. On va plus vite à des concessions quand il n'y a pas une trop forte médiatisation des oppositions. Donc, ne mettez pas trop les médias ou la publicité aussi, c'est en famille, deux frères s'opposent. On n'a pas besoin de convoquer une réunion de famille, de les asseoir devant tout le monde pour le réunir.
Quand vous prenez deux frères qui se battent, vous convoquez une autre famille pour les réconcilier. Vous voulez que l'un d'entre eux perde la face. Il faut qu'on aille les voir. On les prend à deux avec un seul vieux. Il leur parle, il les gère. On annonce à la famille qui se sont réconciliés. On n'a pas besoin de réunir la foule pour demander à deux personnes de s'entendre. Ce n'est pas possible. Il faut aimer son prochain comme soi-même. Se mettre à la place de chaque partie et voir si vous, dans ce cas-là, vous feriez une concession. Il y a des fois, vous sentez visiblement que les gens ont envie de concéder. Mais quand ils pensent à tout ça, ils s'entêtent. Mais tu vois bien que tu attends, pourquoi tu ne cèdes pas? Mais parce qu'il y a des questions d'orgueil en jeu. L'autre chose, c'est quoi? Dans une négociation, les acteurs ne sont pas toujours les acteurs. Vous allez avoir des négociations où c'est les décideurs qui sont présents. Mais vous allez avoir des négociations où c'est les représentants qui sont présents. N'acceptez jamais, si vous êtes par exemple un décideur, de négocier avec le représentant de l'autre décideur. Si moi je vais à une négociation, je suis un directeur général, je sens que l'autre m'envoie un directeur technique, je demande soit que son DG vienne, soit qu'il permette que je me retire, que j'envoie un de mes directeurs. Parce que, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je prends mes décisions, c'est les derniers avis. Lui, il finira tout par me dire, laisse-moi aller consulter mon patron, il reviendra remettre tout en cause. Ça ne sert à rien de faire des concessions à quelqu'un qui, par définition, ne peut rien valider. Donc, si on veut faire un débat de personnes qui doivent faire des validations, que ce soit des débats de deux personnes qui valident. Parce qu'il y a aussi la guerre psychologique dans une négociation. Je vous ai parlé de l'enjeu du temps, de l'enjeu de la volonté de conclure. Quand vous allez exposer un de vos hauts cadres face à des quidam de l'autre partie, psychologiquement, derrière, ils sentent qu'ils sont en position de force. Pourquoi votre DG se soit déplacé face à leurs stagiaires ou parfois encore face à leurs employés? Cela veut dire que vous-même, vous considérez que vous êtes petit par rapport à eux. Ça détermine leur comportement par rapport à vous. Mais quand vous dites, excusez-moi, soit votre DG vient, et là, on parle directement pour décider, soit vous permettez que j'appelle mon directeur technique qui viendra discuter avec vous. Vous signalez déjà que, bon, attendez, il faut qu'on rééquilibre un peu les choses. Si on ne sent pas que vous pouvez vous fâcher, tout laisser tomber, on ne peut pas négocier avec vous. Et dans la vie, je crois aussi qu'il faut savoir perdre certains marchés pour se faire respecter. Moi, ça m'arrive tous les jours. On m'appelle pour dire, fais telle chose, je dis pour telle raison, ça ne m'intéresse pas. Le résultat, c'est qu'on vous court encore plus après. Ce n'est pas qu'il faut faire le malin et refuser les choses n'importe comment. Mais quand les conditions le justifient, il faut savoir si la graine tombe en terre, ne meurt, elle ne peut pas porter de fruits. Il faut avoir le courage de perdre certaines choses pour créer un terreau sur lequel d'autres choses vont fleurir. Vous ne pouvez pas avoir pour stratégie de ne jamais rien perdre, car celui qui ne veut rien perdre, perdra généralement tout. L'autre chose, vous devez faire attention aux conditions de négociation. Par exemple, vous avez une négociation avec quelqu'un à 15 heures. Il vous invite. Vous mangez un pilé, sauce d'arachide, blocotor, vous buvez du vin. Ce n'est pas intelligent. Et généralement, si vous avez le bien, lui ne mange pas beaucoup. À 15 heures, vous êtes groggy. Vous avez sommeil. Dans certains contrats, je connais des cas où il vous rentre dans un bureau, lui, son fauteuil est bien positionné, vous vous faites face au soleil, le climatiseur est juste sur votre tête. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas quelqu'un de fort caractère, vous n'avez même pas le courage de dire, bon, est-ce qu'on peut éteindre le climatiseur? Comme on dit, et pendant ce temps, il crée toutes les conditions pour que, psychologiquement, vous êtes pressé, qu'on trouve un accord et que vous partiez. Vous croyez que c'est par hasard? Ça se prémédite. Dans les gros contrats, dans les grosses négociations, c'est des choses qui se calculent. Je connais des scénarios où des gens sont partis faire des négociations en Asie. Ils arrivent là-bas, les gens leur mettent des filles, des prostituées. Ils passent toute la nuit, ils font la bamboula, ils s'amusent. Le matin, à 6 h du matin, on tape à leur porte. Le PDG doit voyager, on doit signer l'accord maintenant. Ils ne peuvent pas dire à leur patron qu'est-ce qu'ils faisaient pour qu'on les ait appelés à 6 h. Ils vont ici n'importe quoi. Mais comment vous avez pu constater? Ce n'est pas normal. On ne sait pas comment les a gérés la nuit, ils sont arrivés là-bas. Surtout dans les gros contrats, vous n'avez pas idée de ce qu'on fait dans une négociation. Je donne un exemple. Vous allez dans une négociation, vous êtes marié, on vous envoie des prostituées, vous acceptez. Le Chinois là-bas prend vos photos et vous dit qu'il a les photos, il va envoyer à votre femme. Si vous ne signez pas l'accord qu'il veut, vous faites quoi? Oui, c'est ça la négociation. Je ne vous dis pas de faire ça. Ça, c'est les gens du monde qui le font. Mais je vous montre qu'il ne faut pas être naïf. La négociation n'est pas un jeu d'enfant. Parce que l'autre fera tout, surtout s'il n'est pas chrétien, pour affaiblir vos positions. Il y a beaucoup d'accords, vous voyez les chefs d'État prendre des décisions, on dit mais comment il a pu concéder? Vous ne savez pas sur quoi on le tient? D'accord? Donc, l'attitude, on pourra en dire d'autres choses par la suite, mais c'est vraiment important ces questions-là. Comment faire quand on a une situation d'hostilité? Je l'ai déjà dit, je crois la dernière fois quand on parlait de réunion, il ne peut pas y avoir d'hostilité parce qu'on n'est pas d'accord. L'hostilité dans une rencontre ne vient jamais du fait qu'on a des positions différentes. Ça vient de comment on gère nos différences. Deux personnes ne se battent pas parce qu'ils ne sont pas d'accord. Ils se battent parce qu'on leur donne l'impression, qu'ils ont l'impression que c'est la seule manière de régler leurs différends. Si vous êtes dans une réunion où les gens ont des positions différentes, mais où celui qui gère la réunion est capable de dire, toi tu parles maintenant, tu te tais, ensuite lui il parle, on met les règles du jeu claires,
les gens exposent leur position par des mécanismes rationnels. On arrive à un point d'accord, ils ne vont jamais se battre. Regardez sur un terrain de football. Quand l'arbitre est bon, personne ne s'énerve. Quand l'arbitre est mauvais et commence à faire de l'injustice, c'est là où les gens commencent à se battre, à se blesser, à se taquer, parce que ça devient, ils ont l'impression que c'est la seule manière de se rendre justice. Si dans votre maison, vos enfants se battent tout le temps, ce ne sera que parce que vous êtes incapable de maintenir l'ordre, la justice, l'équité autrement. Quand un enfant sait à l'école que si on le brime, il peut aller se plaindre à la maîtresse qui va punir celui qui l'a brimé, il ne fera pas celui qui l'a brimé. Donc, les situations d'hostilité que nous voyons souvent dans nos réunions politiques, dans nos réunions commerciales, dans nos familles, ne sont pas dues au fait qu'il y a des oppositions. Elles sont dues au fait qu'il manque la sagesse pour gérer les gens qui sont en opposition afin de créer l'amour, afin de créer le pardon, afin d'arriver à des solutions consensuelles. Et c'est là où les leaders, les gens qui dirigent des réunions, les gens qui sont à la tête ont un grand rôle pour qu'on puisse être différents, même opposés, sans être ennemis. Donc j'insiste pour le dire, écoutez peut-être, demandez à la bibliothèque numérique, le séminaire qu'on a fait sur la gestion de réunions, je l'ai largement expliqué, il n'y a pas d'hostilité d'opposition. L'hostilité est le fruit d'une mauvaise gestion des différentes oppositions. Et donc, si vous vous retrouvez dans ce cas, il s'agit de prendre de la hauteur et pas votre attitude de ramener la balle à terre, de rassurer chacun. On fixe les règles du jeu. Pour faire une négociation, on fixe d'abord la méthode. Je ne veux pas savoir vos positions. Entendons d'abord sur la méthode. Quand elle parle, l'autre n'interrompt pas. Chacun parle à son tour. On va s'entendre sur tel. Et quand vous voulez trouver des accords entre les gens, il faut commencer d'abord par fixer les règles de l'accord. Il faut établir les principes avant de les habiller par les contextes. Si vous ne fixez pas les règles et que vous voulez commencer par rentrer dans les cas particuliers, il y aura toujours conflit. Je donne un exemple. Si vous voulez régler une question, par exemple, d'héritage, dans une collectivité, quelqu'un est décédé, il a 4 femmes, il a 100 enfants, et puis les gens sont en train de se battre pour le partage. Vous venez à la réunion, on dit, bon, comment on va partager? Ils vont commencer à parler. Il ne peut qu'y avoir hostilité, bataille, même tuerie. Bon, première chose, est-ce que nous sommes d'accord que tous les héritiers doivent être présents avant qu'on en parle? Oui. Est-ce que tous les héritiers sont là? S'ils ne sont pas là, est-ce que ceux qui ne sont pas là ont mandaté quelqu'un pour les représenter? Deuxième chose, est-ce que nous sommes d'accord que nous sommes dans un pays de droit et que la loi a dit comment on doit gérer la succession et que nous sommes obligés de faire comme la loi a dit? Et quand les questions sont bien posées, les réponses sont toujours oui ou oui. C'est oui, parfait. Est-ce que nous sommes d'accord qu'ici, parmi nous tous, la personne ne connaît la loi? Si oui, est-ce que nous sommes d'accord que nous allons inviter à la prochaine réunion un huissier ou un avocat ou un notaire qui viendra répondre à toutes nos questions et nous expliquer comment ça marche d'abord? Oui, d'accord. Réunion suspendue. Quand est-ce que nous fixons la date? Bon, l'huissier vient, on lui pose des questions, il explique que toutes les femmes sont équitables, le gars a un tiers. Ouais, on met les règles. Est-ce que nous sommes bien d'accord que nous sommes bien obligés de suivre les règles, sinon on peut nous enfermer? Oui. Donc les règles sont claires. Dès que les règles sont claires, appliquons-les. Il a combien de femmes? C'est des calculs au tableau. Pourquoi les gens vont se battre? Mais si vous ne fixez pas, bon, il est mort, on va partager. On va donner quoi à qui? Et puis les gens vont commencer à se battre. C'est la faute de celui qui gère la réunion. C'est la mauvaise méthode qui crée le désordre. Il faut toujours établir les principes avant de rentrer dans les cas particuliers. Une négociation qui se termine sans succès, il faut relancer les gens à la pression. On a fait plusieurs séminaires ici sur les techniques de vente et de négociation. Demandez à avoir copie à la bibliothèque numérique. J'ai beaucoup parlé de ça dedans. Première chose, effectivement, une négociation commerciale ne se termine pas toujours en une fois. Selon les enjeux, parfois ça prend des mois, des années, parfois ça prend plusieurs rencontres. Première chose. Deuxième chose, vous avez parfois l'impression que vous êtes sur le point d'avoir un accord, et vous êtes surpris de voir qu'il n'y a pas l'accord. Il y a plusieurs questions là. Comment? C'est-à-dire que souvent, c'est que, à tort, vous avez cru que le gars était d'accord, alors qu'il n'est pas d'accord. Il n'a rien dit, et vous avez cru que parce qu'il ne dit rien, il est d'accord. Ou parfois, pire, il se débarrasse de vous, ça c'est très courant. Bénin, tu proposes quelque chose, ok, c'est bon, je vais étudier. Ou bien, bon, envoie, je vais voir. Les Béninois, là, je ne sais pas pourquoi on préfère mentir aux gens que de leur dire la vérité, de vous donner de l'espoir alors qu'ils savent que ce n'est pas vrai. Ils savent qu'ils ne vont pas lâcher de demande d'envoyer un courrier qu'ils vont traiter. Ça, tu dis que s'il a demandé un courrier, c'est qu'il veut. Oh, il sait très bien qu'ils n'achèteront pas. Mais comme il sait que s'il te dit non, tu vas être choqué, et quand mon Benoît ne veut pas te choquer, il te dit d'envoyer un courrier. Toi, tu iras dire à ton patron qu'il est tellement intéressant qu'il a demandé un courrier. Oh, le gars sait d'avance qu'il n'achètera pas. Alors, comment savoir qu'est-ce que les gens pensent vraiment? En posant des questions qu'on ne pose, comment je veux dire? Il y a des questions d'investigation. Je donne un exemple. Tu es en train de vendre une voiture. Tu as parlé, tu as présenté ta voiture. Et c'est aussi autre chose. Un vrai vendeur ne parle pas beaucoup. Il fait beaucoup parler son client.
Le vrai vendeur est un accoucheur, c'est-à-dire qu'il pose des questions et il oblige le client à répondre, à se découvrir. Si dans un entretien commercial, vous parlez plus que le client, c'est déjà qu'il vous a eu. Le vendeur ne parle pas beaucoup, il fait parler le client. Ce n'est pas qu'il ne dit jamais rien, mais l'essentiel vient de la bouche du client pour pouvoir être opposé au client. Mais bref, admettons que vous êtes là, vous avez parlé de votre voiture, il n'a rien dit. Vous voulez savoir s'il est intéressé. Vous pouvez, parce qu'on ne peut pas non plus dire, bon, finalement tu achètes ou pas. Ça fait gauche. C'est ce qu'on appelle la conclusion de la vente. Les commerçants ne savent jamais comment boucler une vente. Vous allez voir beaucoup de commerciaux qui tournent pendant longtemps autour d'un client sans jamais savoir si le client veut ou pas. Parce qu'ils ne savent pas poser les questions qui permettent de savoir où on en est. Ces questions sont de cet ordre-là. Alors là, j'ai parlé de la voiture. Laissez-moi savoir, est-ce que vous la préférez en rouge ou en bleu? Encore qu'on peut le mettre en gris. L'idée, c'est quoi? Il ne te répondra pas à une question sur les couleurs s'il n'est absolument pas intéressé. Il dit, bon, on verra après pour les couleurs. Pour le moment, je suis en train de voir d'abord s'il faut même la prendre. Diplomatiquement, il t'a répondu. Et diplomatiquement, tu as perçu. Parce que il ne faut jamais, dans une négociation, poser des questions qui font dire non. Si vous posez une question, ça doit être toujours parce que vous êtes sûr qu'il va dire oui. Parce que si vous posez une question à quelqu'un qui dit non, vous tombez dans le problème que j'ai dit, celui de l'orgueil. Celui qui vous a dit non une fois, vous multipliez par 10 le risque de ne plus jamais entendre de oui, ne serait-ce que parce qu'il se renie. Dans certains cas, quand vous faites l'erreur de faire dire à quelqu'un non trop tôt, même si après il veut faire quelque chose avec vous, soit il se cache pour le faire, soit il fera la même chose mais avec un de vos concurrents, parce qu'il vous a dit non. Vous présentez un ordinateur qui dit non, ça ne vaut rien, ce truc-là c'est démodé, les gens prennent ça, c'est pour du gaspillage. Vous parlez, pendant que vous parlez, vous arrivez à le convaincre. Mais il vous a déjà dit que ça ne vaut rien, que c'est dépassé. S'il finit par acheter, ça veut dire qu'il s'est renié. Et personne ne veut vous offrir le bonheur de réaliser que c'est vous qui avez raison, qu'il avait tort. Il va vous laisser partir et il va aller dans une boutique, acheter ce que vous venez de le convaincre d'acheter. C'est comme ça que ça se passe souvent. C'est classique. Je prends souvent l'exemple, puisque là, ça je crois que tout le monde le connaît. Vendre, c'est exactement comme draguer. Si vous voyez une fille avec ses copines, oui, devant tout le monde, tu veux sortir avec moi? Elle vous dit non, devant toutes ses copines. Il n'y a aucune chance qu'après elle sorte avec vous. Même si après vous faites n'importe quoi, qu'elle découvre que vous êtes intéressant, qu'elle a envie de sortir avec vous, soit elle ne sortira plus jamais avec vous, de peur que ses copines se moquent de nous en disant, mais tu avais dit que tu ne voulais pas, soit alors elle va sortir avec vous en cachette. Mais elle ne sortira plus jamais avec vous devant tout le monde. À moins de s'en foutre vraiment, comme certains, de ravaler leur vomissure. D'accord? Donc, quand vous voulez poser des questions, dans des cas comme ça, vous ne posez pas des questions, on peut dire non. Je donne un exemple. Si vous êtes du genre à vouloir demander à une fille, moi, est-ce que tu veux coucher avec moi ce soir? Si elle vous dit non, elle peut même vous gifler, c'est dangereux. On est d'accord? Mais personne ne dit ça. On dit d'abord, est-ce que tu vas aller prendre un verre ce soir? Si elle te dit déjà non sur ça, c'est que l'autre tête doit certainement dire non. Bon, tu commences par ça. Si elle dit oui pour prendre un verre, parfait. D'abord, tu attends pour voir si elle va vraiment arriver, parce que ce n'est pas toujours qu'elle arrive. Ensuite, elle arrive maintenant, vous prenez un verre. Si déjà à 19h, elle te dit, il faut que je rentre, ce n'est pas la peine qu'à 19h qu'elle va rentrer si vous pouvez passer quelque part. Mais si 21h, 22h, dit rien, vous quittez là. Ok, il est 22h, je dois passer à mon appartement, prendre quelque chose rapidement. Est-ce que tu veux que je dépose d'abord ou bien je peux passer d'abord à mon appartement? C'est une question anodine. Si elle te dit, tu peux passer à ton appartement, tu as marqué un point. Si elle dit, je préfère rentrer, tu es en difficulté. Je fais ça soit pour vous illustrer la stratégie d'obtenir l'accord d'un client. Vous arrivez dans ta maison, tu préfères rester dehors, bien tu rentres, prendre un verre, le temps que je pense que je vais. Si elle dit, je préfère rester dehors, c'est bon. Ça ne veut pas dire non, mais en tout cas, là, ce n'est pas gagné. Si elle dit, je peux rentrer, ça commence à être intéressant pour toi. Hein? Bon, si elle rentre, elle est au salon. Il dit, bon, j'ai un peu chaud, je préfère prendre une douche avant qu'on ne reparte. Tu m'attends ici, je t'allume la télé qui est au salon, tu préfères la télé qui est dans ma chambre. Elle dit, bon, il vaut mieux que ce soit celle qui est dans la chambre, tu as marqué un point. Mais à aucun moment tu as posé une question, on peut te gifler. C'est pas vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pareil dans la vente. Vous devez avancer en posant des questions dont la réponse, dans tous les cas, vous montre si, en tout cas à l'étape actuelle, c'est un feu vert, un feu orange ou un feu rouge. Si c'est un feu rouge, vous savez qu'il vous reste du boulot à faire là. Si c'est un feu orange, c'est bon, mais il faut encore des efforts. Si c'est un feu vert, vous passez à la prochaine étape. Si tu es en train de parler à quelqu'un d'une voiture, tu dis, bon, tu ne sais pas si ça lui plaît ou pas, tu as parlé fatigué. Finalement, je vous la mets en rouge ou en bleu, il dit en rouge. Ok, vous la préférez en essence ou en diesel? Il dit diesel. Vous préférez que je vous la livre à la maison ou au bureau? Il dit au bureau. Je la livre tout de suite ou vous préférez que ce soit demain matin? Demain matin, c'est mieux. Vous venez de vendre. Ça, à aucun moment dit, tu veux acheter? Je ne sais pas encore, laisse-moi consulter ma femme pour voir. Encore que ça, c'est quand ils sont gentils, ils ne vous disent pas souvent, mais quand ils entrent à la maison, leur femme leur parle, tout est annulé. C'est pour ça que si vous voulez vendre certains biens, demandez aux gens d'être en couple. Les biens de grande valeur, si vous parlez avec un homme seul pour lui vendre des biens de grande valeur, vous bavardez pour rien. Mais quand il va rentrer, il va parler à sa femme. En tout cas, si c'est un homme qui a un couple normal. Et si sa femme n'est pas d'accord, vous ne vendrez pas. Donc, quand vous voulez parler beaucoup sur des choses qui ont la grande valeur, trouvez un prétexte pour que la femme du gars soit là. En tout cas, avant de dire les choses sérieuses, sinon vous allez parler deux fois. Parce que lui ne saura pas toujours rendre vos arguments. Alors que si elle était là, vous pourriez la convaincre une fois pour toutes et régler les choses. Parfois, les gens sont d'accord, mais ils vous laissent. Ils vont voir leur femme, ils vont voir leur comptable, ils vont voir quelqu'un qui dit oh non, cette histoire, ça ne vaut rien, tu veux te faire arnaquer. Mais vous n'êtes plus là pour argumenter. Donc, ces questions-là vous permettent de savoir où vous en êtes.
Et s'il y a un blocage, d'essayer de repérer, mais quelle est la nature du blocage? Parce que quand il va dire non, ne parlons pas encore de couleur maintenant, il est obligé de vous justifier pourquoi. Il va révéler où il en est. Ça dépend, je me demande même si c'est une voiture qu'il faut que je prenne ou un pick-up. Ça dépend. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Donc, c'est des questions qui obligent l'autre à se découvrir pour vous permettre de manœuvrer. Donc, ces questions-là vous permettent de ne pas dire, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché. L'autre chose que vous pouvez faire au niveau des relances, c'est qu'il faut prendre l'habitude de ne pas traiter vos clients comme des prostituées, c'est-à-dire comme des gens qu'on ne voit que quand on a un intérêt. Il faut développer avec vos clients une relation qui fait qu'ils ont l'habitude que vous vous intéressiez à eux pour tout et rien, même quand il n'y a pas d'argent. Si par exemple le client a acheté une fois, le lendemain vous l'appelez pour avoir ses nouvelles, le jour sans invest vous l'appelez, à la fin de mai vous l'appelez, à Noël vous l'appelez une fois seulement pour dire bon, je veux m'assurer que tes affaires vont bien. Quand vous avez pris cette habitude, quand dans le cadre d'une vente, vous allez commencer à passer des appels de relance, ça ne va pas le déranger. Mais si vous êtes le genre à n'appeler le client que parce qu'il y a un chèque en attente, quand vous allez appeler 2-3 fois, vous allez avoir vous-même le sentiment qu'il y a une pression. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les vendeurs font souvent une erreur. Quand vous parlez, vous proposez quelque chose à un acheteur, qu'il dit non, ou qu'il ne se décide pas, beaucoup de gens sont déçus. Ils ne le disent pas, mais il est flagrant qu'ils sont déçus, qu'ils sont découragés, qu'ils sont démotivés. Et le client perçoit que vous êtes démotivé, découragé, cassé à cause de lui. Il vit ça comme une pression émotive. On dit aime ton prochain comme toi-même, c'est très valable en vente. Tu rencontres quelqu'un qui te propose quelque chose, tu dis non, il est tout triste comme si tu venais de le brimer, il s'en va. Tu as ça sur la conscience. La prochaine fois qu'il t'appelle, tu le fuis, tu ne décroches plus. Il veut te rencontrer, tu le fuis parce que tu ne veux plus ressentir ce sentiment d'avoir été injuste avec lui que personne ne veut. On est d'accord? Parce que quand il t'a présenté les choses, tu n'as pas dit oui. Parce qu'il s'est montré brisé, il t'a mis une pression au nom de laquelle tu vas désormais le barrer, il n'aura plus aucune chance. C'est ça le pouvoir de la louange, puisque nous parlons de Dieu. Quand un mendiant, je donne souvent cet exemple, vient vous voir, vous demande de l'argent, vous dites non, il renfonce la mine, comme certains mendiants dans les feuilles, vous l'ont, dans le genre que si vos vitres n'étaient pas fermées, la main vous giflez, vous le repérez bien et vous verrez à ce que ne plus jamais lui donner de l'argent. Si vous êtes dans une voiture, quelqu'un vous donne de l'argent, vous dites à la personne de ne pas lui donner de l'argent, que ce gars-là, c'est un impoli. N'est-ce pas? Vous verrez à ce qu'il n'a plus jamais rien. Il ne vous a rien fait. Hein? Simplement parce qu'il a montré qu'il n'était pas content que vous ne lui ayez pas donné. Prenons l'autre cas. Un mendiant vous demande de l'argent. Vous dites non. Dites, tonton, c'est pas grave, Dieu va te bénir. Je sais que les temps sont durs dans le pays. Je vous félicite, même vous-même qui continuez de faire du mieux aux gens. Quoi que Dieu te donne. Ce que tu n'as pas aujourd'hui, tu en auras au centuple. Tu en auras tes enfants. Il commence à vous bénir, il est joyeux. Vous sentez même qu'il est heureux simplement d'être en train de parler avec vous. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez honte. Vous commencez à regarder dans vos poches pour voir s'il n'y a pas un billet qui traîne. Si vous n'en trouvez pas, vous demandez à votre voisin sympa. Vous êtes parfois capable de vous endetter auprès de quelqu'un pour lui faire un cadeau. Quand vous ne trouvez rien, vous le repérez bien, espérant le recroiser la prochaine fois, vous allez avoir de l'argent pour lui donner. C'est ce qui se passe lors des cérémonies traditionnelles, quand les crieurs publics ou les griots là viennent nous compter fleurettes, font nous faire nos louanges. On dit, il n'y a personne qui peut se faire louer sans tomber dans le panneau. Si tu as de l'argent en poche, quand on commence à te louer, à moins de fuir, tu vas le sortir. Si tu ne le sors pas, il y aura des gens là qui vont le sortir à ta place parce que c'est honteux que d'être loué de ne pas réagir. C'est valable dans la vente. Quand un client ne réagit pas, un client n'achète pas, oh, c'est pas grave, dans tous les cas, tu vas venir pour les affaires, tu sais, moi c'est mon patron, là c'est son argent, on oublie ça. Et sinon on allait prendre un verre par là, comment tu t'en sors et ta femme et tes affaires. Et vous devez apprendre rapidement à sortir du rôle du vendeur pour devenir dans le rôle du relationnel. Bon, oublions les affaires là. Ils ont leurs affaires là, c'est tant pis pour eux, on a fini avec ça. Bon, maintenant, vous devez apprendre à sortir du registre du vendeur qui met la pression pour passer rapidement à celui de l'ami qui a oublié les affaires, mais qui veut quand même entretenir la relation, qui ne lui en veut pas, qui est toujours courtois, qui parle d'autre chose. Quand c'est comme ça, le gars se détend en votre présence. Il ne vous voit plus quand vous l'appelez, il ne voit plus le gars qui est en train de me courir après pour acheter. Il voit un ami. Il oublie même que vous l'avez pris, vous avez rencontré la première fois pour une vente. Il devient votre ami, il se détend. Quand il est votre ami là maintenant, il ne saura même pas quand il va acheter. Vous allez être là un jour, c'est lui-même qui va vous appeler. Parce que dans tous les cas, il ne peut pas oublier ce que vous vendez. Mais vous êtes devenus des amis. Il y a des informations que vous n'aviez pas que vous allez avoir. Ce qui bloquait, vous allez le savoir. Leur budget, vous allez le savoir. Ça ne deviendra plus un client. Ça deviendra un de vos alliés dans l'entreprise où vous voulez vendre. Pourquoi? Le pouvoir de la louange. Le pouvoir de ne pas se fâcher. Le pouvoir de ne pas se plaindre quand on n'a pas ce qu'on veut. Mais de rendre grâce à Dieu, de rester positif, de faire bon cœur contre toute chose et de continuer d'avancer. Donc, si vous louez les gens, ce n'est pas de louer le client, mais si vous avez par rapport à Dieu une attitude de
tout concourt bien ceux qui aiment Dieu. Et que vous restez positif quoi qu'il en soit, vos clients ne vous fuiront pas quand vous ferez des relances. D'accord? Alors, comment coordonner les gens pour les faire adhérer à sa vision? Il faut dire que les gens font toujours ce qu'ils ont intérêt à faire. Tout le monde fait ce qu'ils croient avoir intérêt à faire. Les gens font les choses qu'ils pensent être dans leurs intérêts. La règle de base pour convaincre les gens de faire quoi que ce soit, c'est de leur démontrer que c'est dans leur intérêt. Pas de leur dire, de leur démontrer. Si les gens comprennent que votre vision est celle qui maximise leur propre bonheur, même si vous leur demandez de ne pas vous suivre, ils vont se cacher pour vous suivre. S'ils comprennent que la méthode de travail que vous proposez, c'est dans leur propre intérêt, même si vous leur interdisez de vous imiter, ils vous imiteront. Il y a effectivement des moments où il faut expliquer, il faut présenter la vision, il faut la partager, il faut en discuter. Il y a des moments où vous allez devoir taper du poing sur la table, vous allez même pouvoir obliger les gens à faire certaines choses. Mais il faut que votre finalité soit de vous dire, au bout du compte, il faut qu'ils découvrent eux-mêmes que c'est dans leur intérêt. Quand les gens ont compris que ce que vous proposez est dans leur intérêt, bien entendu, si c'est vraiment dans leur intérêt, ils vous suivront naturellement. Mais tant que les gens n'ont pas compris que c'est dans leur intérêt, dès que vous allez relâcher la pression, et personne ne peut mettre une pression à long terme, ils vont tomber dans autre chose. D'accord? Négocier des points de vue divergents, on en a déjà parlé, c'est plutôt la méthode qui est importante. Alors, différentes formes de négociation, bon, on en a parlé un peu, on ne va pas faire la théorie, on peut négocier dans les contextes politiques, dans le contexte familial, sentimental, on peut négocier tout et rien, on peut négocier au marché, on peut négocier un accord, bref, négocier c'est devoir se mettre d'accord avec les gens, et comme nous sommes fondamentalement des êtres sociaux, c'est-à-dire obligés de vivre avec les autres, je crois que c'est difficile de passer une journée sans négocier. Parfois même on négocie avec soi-même. Vous voulez vous motiver à faire un travail, vous avez sommeil. Des fois, moi par exemple, pour me motiver à me réveiller, je me dis, bon, réveille-toi Edgar, tu vas t'offrir telle chose au petit déjeuner. Quand je pense au bon petit déjeuner que je vais prendre, j'ai plus le courage de me lever que si, ou quand je me rappelle de tel travail que je vais faire, ce que ça va me rapporter, je suis plus motivé à me lever que quand je me dis, mais il faut encore se lever maintenant, il est encore 6 heures. Donc, même avec vous-même, vous devez être capable de négocier, c'est-à-dire de vous montrer à vous-même quel est l'intérêt d'aller au point que vous avez du mal à franchir. Et quand on comprend ce que c'est, ça se fait quand même avec beaucoup de plaisir. Quand est-ce qu'il faut négocier? Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Chaque fois que vous voulez obtenir quelque chose, vous devez essayer de le négocier. Même quand vous sentez que vous pouvez le prendre par la force, faites semblant de le négocier. Parce que celui avec qui vous négociez se sent grandi. Et parce qu'il se sent grandi et parce qu'on a négocié avec lui, même si on lui a pas trop laissé le choix, il n'est plus moralement libre demain de dire non ou de contester. C'est pour ça que des fois on prend une décision, on appelle les gens, on dit bon, qu'est-ce que vous en pensez? Ils disent bon, c'est bon, ok. Donc on peut à partir du moment dire nous avons décidé. Mais si vous allez toujours par la force, il y a beaucoup de choses qui vont tomber dans le temps et on va vous demander, mais c'est toi qui as décidé. Donc il faut parfois agir dans ce sens-là. Je pense qu'on va certainement s'en arrêter là. On va continuer demain avec les autres questions qui sont en suspens et d'autres choses encore. Si on doit retenir quelque chose, négocier, ce n'est pas s'affronter, ce n'est pas se combattre, ce n'est pas se neutraliser, ce n'est pas briser quelqu'un. C'est trouver avec quelqu'un un point d'accord qui maximise nos intérêts et qui lui ménage un minimum de porte de sortie, un minimum d'honneur pour qu'il ne soit pas brisé. N'humiliez jamais quelqu'un parce qu'une personne humiliée est une personne, c'est comme un lion blessé. En règle générale, il va prendre sa revanche. Et ce n'est pas rentable de devoir... Il y a des gens qui deviennent fous, qui ont des crises d'hypertension parce que dans tout le domaine de leur vie, ils ont blessé tellement de gens qui ne peuvent plus dormir. Si partout tu passes, ta méthode consiste à briser les autres, à blesser les autres, à humilier les autres, à un moment, tu ne peux plus dormir. On dit l'enfant qui va empêcher sa mère de dormir, ne dormira pas lui-même. Tu ne peux plus dormir parce que même si tu ne le sais pas rationnellement, ton âme sait bien que tu es environné de lions qui n'attendent que te retrouver. Et ça, ce n'est pas le bonheur. Ce n'est pas le bonheur que d'avoir l'impression qu'on ne peut jamais dormir. Le bonheur, c'est d'avoir ce qu'on veut et de pouvoir dormir en plus. C'est pour ça que j'aime bien quand Dieu dit que ce que Dieu donne n'est jamais suivi de chagrin. Moi, je ne veux plus les choses qui sont suivies de chagrin. Si quelque chose, je n'ai pas la garantie que quelque chose ne sera pas suivi de chagrin, je n'en veux pas. Je pense que dans le domaine technique, la négociation est l'une des meilleures choses qui vous permettent d'être sûr que les choses ne sont pas suivies de chagrin. Et plus vous êtes fort, plus vous avez intérêt à négocier. Parce que plus vous êtes fort, plus vous êtes sûr que vous gagnez la négociation. Mais tout en ayant les avantages d'avoir négocié. Donc en réalité, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas quand on est faible qu'on négocie. Plus on est fort, plus on doit négocier. Pour verrouiller ce qu'on a obtenu par la force, pour les jours où on ne sera pas fort, parce que personne n'est définitivement fort. Être chrétien, être négociateur, c'est vraiment être un ambassadeur de paix, c'est être témoin de Jésus, et c'est en aucun cas être belliqueux.
Si nous pouvons déjà comprendre ça, comme je le dis souvent, et c'est ça d'ailleurs la vocation du Club Jésus pour réussir. C'est des gens dont la vie est un aimant pour d'autres vies. Je rêve de chrétiens qui, sans parler, attirent des gens à l'évangile parce que tout dans leur vie inspire la paix, inspire l'amour et montre aux gens que la paix qu'ils recherchent désespérément existe quand même. Vous savez, il n'y a pas un seul homme, quel que soit son mauvais caractère, quel que soit son caractère diabolique, qui n'aspire pas à avoir la paix. Et généralement, plus les gens sont méchants, plus ils croient que c'est dans la méchanceté qu'ils vont finir un jour, même s'ils ne la trouvent jamais pas trouvé la paix. Quand même quelqu'un de méchant rencontre quelqu'un en paix, et sans que ça il le cherchait, ne serait-ce que par curiosité, il va regarder par là. Il va voir si ce n'est pas une comédie. Il va dire, mais rien ne brille comme ça, rien n'est aussi pacifique. Il va creuser un peu, il va lui tendre des pièges. Si à l'épreuve des faits, il sent qu'il y a là la paix à laquelle il aspirait, il va s'y accrocher, il va poser des questions. Et c'est là on a vu des centurions, on a vu des gens comme Nicodème qui sont venus à Jésus parce qu'en dehors de toute leur prestance, ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient tout haut, mais qu'ils n'avaient jamais trouvé. Et c'est l'occasion pour moi, avant de faire la prière finale, de réinviter chacun de nous à ne pas être égoïste, je l'ai toujours dit, à ne pas venir ici juste pour gagner quelque chose, je viens, j'apprends, je m'en vais, mais à se considérer, comme il a dit, comme des ambassadeurs, des gens qui doivent apprendre, qui doivent mettre en pratique, qui doivent porter des fruits qui demeurent, afin que par ces fruits, d'autres personnes puissent dire Dieu est grand, puissent dire ce Dieu-là me plaît, et ces personnes-là avoir donc la faveur, la grâce de venir au Seigneur sans qu'il ne faille parler longtemps. Alors nous allons prier. Excellent Père de gloire, merveilleux Saint-Esprit, merci. Merci, 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 sans limite. Merci Seigneur, parce que tu es toujours là. Merci. Merci Seigneur, parce que nous le disons toujours, et tu es toujours fidèle à cela.